Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une histoire assez triste quand même. Ça fait 3 ans, 3 ou 4 ans que je la connais. C'est une histoire que j'ai toujours voulu traiter, qui me touche profondément parce qu'aujourd'hui on va traiter du sujet assez complexe qui est le féminicide. Et peut-être que le nom de Sirima Wiiratunga ne vous dit pas grand-chose, mais nous avons tous entendu sa voix des milliers de fois. Écoutez. Je te sais si fragile parfois. Reste au creux de moi. Cette voix angélique s'est malheureusement éteinte sauvagement le 7 décembre 1989 à Paris. Mais pourquoi? Qui a pu bien commettre une telle horreur? C'est ce que nous allons essayer de découvrir dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite vivement à commenter vraiment et dites ce que vous pensez justement de ce genre de relation, de ce genre de cercle finalement. Je suis très impatiente de vous lire et je vous invite également à vous abonner si ce genre de contenu là vous intéresse. Sirima était une chanteuse franco-sri-lankaise née le 14 février 1964 en Angleterre. Née d'un père sri-lankais et d'une mère française, elle est la cadette de sa fratrie. C'est donc après la naissance de son petit frère que sa famille est allée s'installer au Sri Lanka. C'est là-bas qu'est né son intérêt pour la musique, d'autant plus que son père était un excellent guitariste et son oncle un flûtiste hors pair. C'est au Sri Lanka qu'elle a découvert le baila. En fait, le baila, c'est un genre musical assez répandu au Sri Lanka, pour ne pas dire le plus répandu, du moins à cette époque. Et c'est quelques années plus tard que Sirima et sa famille retourneront s'installer en Angleterre. Ses parents avaient déjà des problèmes dans leur couple et ils finiront par se séparer assez rapidement après leur réinstallation en Angleterre. C'est donc à ce moment-là que Sirima se réfugie vraiment entièrement dans la musique. Elle découvre notamment les comédies musicales qu'elle affectionne particulièrement. Elle adorait la pop anglaise. Elle a même fait un groupe de folk avec ses sœurs. Donc vraiment la musique était présente dans son quotidien. Souvenez-vous, je vous avais dit que son papa était un assez bon guitariste. Donc c'est son père qui l'a initiée un petit peu à la guitare et après elle s'est professionnalisée progressivement. C'est en 1982, alors âgée de seulement 18 ans, que Sirima quitte l'Angleterre pour s'installer à Paris, donc en région parisienne, avec son grand-père à l'époque. Arrivée dans cette nouvelle ville pleine de promesses, elle se dit que voilà, pour essayer de beaucoup plus pratiquer aussi la langue française, parce que bon, elle est à moitié française, mais elle n'avait jamais forcément vécu en France, elle s'est dit qu'à ce moment-là, ce serait pas mal d'être fille au père. Donc elle était fille au père et son temps libre, elle le passait dans les métros, plus précisément du côté de Châtelet. Elle chantait accompagnée de sa guitare. C'est après 5 années de chant dans le métro qu'elle est remarquée par quelqu'un qui va vraiment finalement changer sa vie. Il s'agit de Philippe Delettré. Alors, je ne sais pas si on dit Delettré ou Deltrez, mais en tout cas je vous mets son nom ici. C'est un homme très influent dans l'industrie musicale à l'époque et il a une très bonne notoriété avec les bons contacts à cette époque. C'est d'ailleurs lui qui va composer plusieurs génériques pour France Inter. Je vous laisse écouter. France Inter, il est 8h31 et c'est la revue de presse de Fabrice Drouel. Donc notre cher monsieur Philippe Deltré va faire une proposition à Sirima qu'elle ne pourra clairement pas refuser. Démarcher pour elle les plus grandes maisons de disques de Paris. Alors à cette époque-là, oui, Sirima, elle est très jeune, mais elle a quand même la tête sur les épaules et elle a les pieds sur terre parce qu'elle ne va pas se dire que bon, il m'a remarqué donc c'est bon, je lâche tout, je me concentre là-dessus. Non, elle va continuer ses activités, elle va notamment continuer à chanter dans le métro et le fait que Philippe Deltré
la remarque dans le métro, c'était quelque chose de déjà inimaginable pour elle, parce que oui, elle avait confiance en son talent, elle savait ce qu'elle faisait, c'était pas la première fois qu'on lui disait qu'elle chantait bien, donc elle savait ce qu'elle valait, mais derrière se faire valider par une personne du milieu et qui lui promet tant de choses, forcément ça lui a permis de gagner beaucoup plus confiance en elle et ça lui a donné vraiment envie d'aller encore plus loin dans la musique et pourquoi pas finalement en faire une carrière. Et Philippe Deltrait, du coup lui vraiment on peut se dire bon est-ce que vraiment il croyait en son talent, parce qu'on se connaît, on a déjà entendu parler de plein d'histoires, surtout dans l'industrie musicale. On pourrait pourquoi pas se poser la question de est-ce que il a une autre idée derrière la tête et tout ça, mais en tout cas pas du tout, c'était pas du tout le cas. Il croyait vraiment beaucoup au talent de Sirima et il s'est dit que là, à cet instant précis, il allait absolument tout faire pour pouvoir la faire décoller. Il voulait taper à toutes les portes pour pouvoir vraiment lui donner une carrière digne de ce nom, carrière qu'elle méritait finalement. Il est donc entré à cette période-là en contact avec Philippe Delacroix-Herpin, surnommé Pimpin, qui était nul autre que le saxophoniste de Jean-Jacques Goldman. À ce moment-là, Goldman, il venait d'écrire une chanson, donc la fameuse chanson Là-bas, que nous connaissons tous normalement. Et Jean-Jacques Goldman, il était à la recherche d'une voix féminine pour pouvoir l'accompagner. Il a fait plusieurs tests avec des chanteuses assez connues, vraiment de grandes voix françaises, et c'est seulement après un seul essai, qu'il a décidé d'engager Sirima et de la prendre avec lui sur ce titre. Au moment où la chanson elle sort, Sirima elle n'a que 23 ans et elle n'est absolument pas préparée en fait à la célébrité qui l'attend et au succès surtout de cette chanson là, mais vraiment pas du tout. Elle voulait évidemment devenir une grande artiste, elle voulait sortir des albums, mais aussi rapidement et comme ça, c'était quelque chose derrière qui l'effrayait quand même un petit peu, c'était assez soudain pour elle. Après que Là-bas soit sorti, évidemment, il y a plusieurs maisons de disques qui l'ont contactée pour savoir si elle souhaitait collaborer directement avec des artistes et tout ça. Et Sirima n'était pas forcément partante. Elle disait justement qu'elle voulait se concentrer sur son album personnel parce qu'en fait elle voulait rester indépendante et ne pas être attachée à une ou des maisons de disques. Voilà, elle voulait vraiment garder cette indépendance-là dans ses écrits et dans ses productions. Et aussi là où voilà, les gens vont commencer à se poser des questions, c'est que généralement quand on se lance, en tout cas c'est ce qu'on se dit normalement, quand on se lance dans l'industrie musicale déjà, c'est très difficile de pouvoir se faire un nom, c'est très difficile de pouvoir percer. Donc quand on arrive à faire un titre qui prend comme ça, en fait, on a envie de manger toutes les parts du gâteau en une fois et se gaver à fond et travailler dur pour pouvoir monter le plus rapidement possible et surtout pour ne pas que le public oublie en fait le titre et oublie la personne. Mais le souci avec Sirima, c'est que finalement elle était assez peu présente lors des tournées de Jean-Jacques Goldman. Et on pourra se faire une petite idée du pourquoi un petit peu plus tard dans la vidéo. Sirima, à cette époque, elle était en couple avec un certain Kaatra Sazorit, je pense que ça se prononce comme ça. Donc Kaatra et elle étaient en couple depuis quelques années déjà. Et ils avaient ensemble un petit garçon. Malheureusement, cette relation était tout ce qu'il y a de plus toxique. Kaatra était un homme violent, qui la battait sans raison, et ça vraiment depuis le début de leur relation. Alors le soir du 7 décembre 1989, Sirima a décidé pour la première fois depuis le début de sa relation avec Kaatra de se choisir et d'arrêter cette relation complètement toxique. Elle lui a donc annoncé que pour elle, leur relation était terminée et qu'elle ne voulait plus continuer et qu'elle en avait clairement marre de cette situation-là. C'est à ce moment-là que la folie de Kaatra a atteint
un sommet inimaginable. Alors qu'ils se trouvaient tous les deux dans la cuisine de leur appartement parisien, Kahatra s'est saisi d'un couteau et l'a poignardé en plein cœur à plusieurs reprises. Sirima n'avait alors que 25 ans. Et tout cela s'est passé devant les yeux de leur fils. Ça a été clairement un choc pour toute l'industrie musicale et aussi pour ses nouveaux fans en fait, d'autant plus que 3 semaines plus tôt, elle venait de sortir un album sur lequel elle avait beaucoup travaillé, sur lequel elle misait beaucoup justement pour cette construction de carrière qui était finalement très bien partie. Lorsque Kahatra a été arrêté, il a fait plusieurs... Déjà, il n'a pas démenti, voilà, donc c'est déjà bien. Bon, en même temps, sur quoi il allait se baser pour démentir. Mais il a surtout avoué que voilà, il était jaloux de la carrière de Sirima, il était jaloux que finalement il ne soit plus son centre d'attention, le centre de son monde. Et voilà, il se disait déjà depuis un bon moment qu'elle allait le quitter et tout ça, parce que forcément, voilà, elle devenait... Et elle était déjà une sacrée star. Et il sentait un petit peu que les deux, ça n'allait plus. En même temps, tu la bats, tu la violentes, tu l'insultes. Ça n'allait pas depuis un moment en fait. Depuis le début même. Kahatra a aussi déclaré que en fait, c'était Sirima qui voulait s'en prendre à lui avec l'arme du crime. Ok, mais pourquoi l'avoir poignardé à plusieurs reprises, sachant que un seul coup, en fait, peut déjà grandement affaiblir une personne, surtout localisée au niveau du cœur. Devant la cour, à ce moment-là, au moment de son jugement, la légitime défense n'était vraiment pas possible à avancer. 3 ans après le féminicide, Kahatra a été condamnée à la peine maximale. Donc vraiment ça, quand je faisais mes recherches et que je l'ai lu, j'ai été vraiment assez fâchée quelque part, même si ça fait longtemps et que voilà, mais vraiment c'est quelque chose qui m'a beaucoup... En fait, je suis encore aujourd'hui dans l'incompréhension parce que à ce moment-là, la peine maximale requise par le procureur était de 9 ans de prison ferme. 9 ans pour ce genre d'acte. Sachant que pour des personnes, par exemple, qui font des choses beaucoup moins graves, prennent plus, en fait, je n'ai pas compris et malheureusement, j'ai pas trouvé dans mes recherches l'article qui aurait éventuellement pu m'expliquer cette peine maximale requise en fait. Franchement, je comprends pas. Sachant que je crois que la peine maximale en France, ça doit être 25 ans. Je comprends pas pourquoi il a pas pris au moins les 75 voire 80% des 25 ans si on voulait être tolérant en fait. Vraiment 9 ans. 9 ans, je comprends pas du tout. Jusqu'aujourd'hui, je comprends absolument pas. Et en plus, par la suite, il a été extradé dans son pays d'origine, donc au Laos, pour pouvoir poursuivre sa peine directement là-bas. C'est donc la mère de Sirima qui a eu la garde de son fils, avec qui elle est retournée en Angleterre. Il a donc vécu en Angleterre toute son enfance. Ils ont d'ailleurs assez régulièrement déménagé et tout ça pour éviter que Kahatra retrouve le petit, pour éviter qu'il puisse prendre contact avec lui, et surtout lorsque leur fils a grandi et qu'il a atteint l'âge adulte, il a absolument jamais voulu entrer en contact avec son père, que ce soit pour avoir une explication ou pour renouer quoi que ce soit comme lien. Ce qui est tout à fait logique, bien sûr. J'ai d'ailleurs lu une interview de son fils que je vous mettrai aussi en description. Vous pourrez trouver absolument toutes mes sources en description. Et dans cette interview-là, il a déclaré avoir essayé d'entrer en contact avec Jean-Jacques Goldman, mais à l'époque, il a essayé sur Facebook. Et déjà, il faut savoir que Facebook, déjà très rares sont ces stars qui gèrent elles-mêmes leurs réseaux sociaux, en plus une star de cette envergure-là. Et en plus de ça, des fans envoient des messages
vraiment tous les jours en fait, donc son message il a pu se noyer quelque part dans la tonne de messages que Jean-Jacques Goldman devait recevoir à cette époque-là, ce que son fils a tout à fait compris. Pour rester sur Jean-Jacques Goldman, c'est une histoire qui l'a vraiment beaucoup atteint. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est un artiste qui ne chante plus, il ne fait plus de tournées, il n'écrit plus, d'après mes sources en tout cas que j'ai pu trouver. Là aujourd'hui, il a mis sa vie d'artiste carrément de côté. En fait, toute cette histoire l'a profondément marqué. Et depuis cette tragédie en fait qui s'est passée avec Sirima, en concert, en tournée, lorsqu'il en faisait encore, il ne chantait plus en fait la chanson Là-bas comme avant. Il continuait à chanter sa partie et à la jouer au piano, mais quand il s'agissait de la partie de Sirima, il se contentait de la jouer au piano afin que les fans, eux, puissent chanter pour rendre hommage à cette grande artiste. Donc voilà, c'était une histoire assez triste. Je vous avais dit que j'avais envie d'apporter un autre genre de contenu aussi, du contenu un petit peu qui tourne sur le true crime et tout ça, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je connais pas mal d'histoires qui tournent là-dessus aussi. Donc vraiment, j'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire. C'est une histoire vraiment qui m'a beaucoup touchée. C'est une façon pour moi, à ma petite échelle, de aussi rendre hommage à Sirima qui a été clairement une étoile filante sur cette terre et qui marquera les esprits à jamais. N'hésitez surtout pas à vous abonner et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!